Bonjour à tous et bienvenue dans Jusqu'à nouvel ordre pour explorer notre rapport au monde. Dans ce podcast, mes invités ouvrent le champ des possibles en nous aidant à comprendre les mécanismes de l'ordre établi et ainsi à clarifier les enjeux de place, de rôle et de pouvoir dans nos différentes sphères de vie. Pourquoi se laisse-t-on assigner une place ? Que nous enseigne l'histoire à ce sujet ? Par quel stade sont passés ceux qui ont questionné un ordre établi qui les ralentissait ? Je suis Laurence Bally, initiatrice du projet Conscience et Progrès qui regroupe ce podcast, mais aussi des ateliers et du coaching individuel pour clarifier son rapport à l'obéissance et à l'ordre établi. Convaincue que seule la connaissance et la conscience permettent une véritable liberté de choix, je vous retrouve toutes les 3 semaines pour un nouvel épisode avec des personnalités éclairantes. Pour être informé de la publication de Jusqu'à nouvel ordre, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. J'avais naïvement l'idée que dans le sport de haut niveau, on obtenait sa place uniquement sur la base de son potentiel physique et mental et bien sûr de ses performances. C'est probablement oublier que dans ce domaine aussi prévalent certains principes culturels bien ancrés dans les représentations, notamment que les femmes sont moins compétentes que les hommes et donc qu'elles ne peuvent tenir les mêmes rôles, avoir la même place et détenir les mêmes pouvoirs. Ça ressemble beaucoup à un ordre établi, ça. Alors, vous êtes peut-être en train de vous dire qu'objectivement, nous n'avons pas les mêmes capacités physiques que les hommes et que s'il y a bien un domaine où la distribution des places ne peut être égalitaire, c'est bien celui du sport. C'est ce que nous allons voir avec Marion Poitevin, alpiniste et pionnière à 3 reprises. Première femme à intégrer le groupe militaire de haute montagne, première instructrice à l'école militaire de haute montagne, première femme CRS montagne, excusez du peu. Marion a écrit le livre Le plafond de glace pour ne plus être une exception. Elle y explique son parcours pour se hisser au plus haut niveau dans un monde presque exclusivement masculin et comment elle s'est confrontée à certains ordres établis, remettant ainsi en cause certaines de nos vérités acquises. Vous l'aurez compris, nous allons parler aujourd'hui des ordres établis qui restreignent la place de la femme dans le sport en particulier, mais aussi plus largement dans la société. Bonjour Marion. Bonjour. Alors, je suis doublement ravie de vous accueillir aujourd'hui dans Jusqu'à nouvel ordre. D'abord parce que votre livre m'a beaucoup intéressée, on va évidemment en reparler, mais aussi parce que malgré ma volonté d'équilibrer les interviews hommes-femmes, eh bien, vous avez été la première à accepter mon invitation. Alors, Marion, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir alpiniste ? Moi, j'ai grandi en Haute-Savoie. Je suis arrivée, j'avais 6 ans. Mes parents étaient très sportifs. Ma maman était monitrice de kayak. Elle aurait aimé être coach en canoë-kayak dans les années 80. C'était complètement illusoire, mais voilà, elle, c'était son truc. Mon père était moniteur de plein air, donc il était capable d'enseigner contre rémunération. La spéléologie, le VTT, l'escalade, le ski alpin, la voile, le kayak. Il faisait aussi du parapente, du deltaplane. Donc vraiment, très jeune enfant, j'ai toujours été touche à tout dans tous les sports outdoor. J'aimais aussi la danse et j'aimais bien bouger mon corps comme ça dans un espace avec de la musique, etc. Et puis l'escalade est arrivée comme une évidence. Dans mon collège, en 4e, il y avait une classe sport option escalade et ski de fond. Le ski de fond, c'était vraiment dur. C'est des efforts complets et du foncier. Et ça, j'avais vraiment du mal. Mais c'est pas grave. Moi, j'aimais bien être dehors dans la neige. Et puis, l'escalade, c'était une évidence parce que du coup, tu es dehors et en même temps, tu bouges ton corps dans tous les sens. Un peu comme de la danse. C'est vraiment de la danse en extérieur. Malheureusement, il manque la musique. Mais il y a vraiment, c'est assez complet d'un point de vue sensation physique. Et donc, assez rapidement, j'ai grimpé un petit peu les falaises autour de chez moi. Puis, j'ai eu envie d'aller dans des falaises plus grandes. Et puis après, depuis chez moi, on voit les neiges éternelles. C'est ces sommets qui sont enneigés toute l'année avec des glaciers qui ne fondaient pas, mais qui aujourd'hui disparaissent petit à petit, bien sûr. Et j'avais envie d'aller toucher cette glace qui brillait là en plein été, pendant les 2 mois d'été où tu t'ennuies un peu en tant qu'adolescente. Et voilà, donc j'ai rêvé de grimper ces montagnes assez rapidement. Et puis après, il a fallu créer les opportunités pour devenir alpiniste. Alors quand on dit alpiniste, c'est toutes les techniques que l'on utilise pour gravir les Alpes. On pourrait être pyrénéiste dans les Pyrénées, himalayiste en Himalaya, et puis on fait de l'andinisme dans les Andes. C'est d'autres techniques. Évidemment, moi, j'ai campé dans les Alpes, donc c'est les Alpes qui m'attiraient le plus, et je rêvais de devenir alpiniste, mais même assez rapidement, je me suis rendu compte que au-delà d'être simplement alpiniste, on va dire, je me suis rendu compte qu'on passait quand même beaucoup plus de temps à travailler qu'à s'amuser. Donc, assez rapidement, je me suis dit, il faut aussi que je trouve un travail pour pouvoir être dans les montagnes
et pour pouvoir du coup être alpinisme professionnel. Et donc là, c'est là où les opportunités professionnelles sont arrivées petit à petit de façon assez étonnante. Mais c'est sûr que très rapidement, j'avais comme objectif d'être payée à faire, à être dehors en tout cas, à être dehors. Et puis, je n'osais pas trop encore imaginer un métier où je pourrais être dehors et alpiniste. Je ne savais pas trop comment m'y prendre. Mais en tout cas, c'était dans un petit coin de ma tête assez rapidement. D'accord, oui, on voit qu'effectivement, ça a émergé assez spontanément et rapidement, assez jeune. Comment devient-on alpiniste lorsqu'on est une femme? Et est-ce le même parcours que pour un homme? Alors évidemment, non, c'est pas le même parcours, mais c'est toujours compliqué d'affirmer ça parce qu'on nous dit oui, mais de toute façon, aujourd'hui, les femmes, elles peuvent si elles veulent. Et ouais, mais en fait, petit à petit, au cours de mon parcours, ce que j'essaye d'expliquer dans mon autobiographie, là, qui est sortie en septembre 2022, que j'ai appelée Briser le plafond de glace aux éditions Paulsen. Ce que j'essaye d'expliquer, c'est qu'il y a plein de petites barrières mentales qui se mettent en place déjà moi-même, parce que des fois, je me dis waouh, à 18 ans, quand je me suis dit waouh, monitrice d'escalade, c'est mon papa qui m'a suggéré, qui m'a dit bah écoute, t'as un bon niveau en escalade, pourquoi tu fais pas monitrice d'escalade? Lui, il voyait absolument pas où était le problème. Moi, je le voyais bien, c'est que tous les moniteurs d'escalade que je connaissais, c'était des hommes. Ils avaient des grandes bouches, ils faisaient des blagues toute la journée, ils étaient hyper à l'aise, très musclés, ils faisaient des voies d'escalade bien plus dures que moi. Et je me disais, waouh, mais comment je vais faire, moi, à 18 ans, pour gérer tout un groupe d'escalade au pied d'une falaise ou alors dans un canyon, parce qu'à l'époque, les moniteurs d'escalade, c'était aussi moniteurs de canyon. Ouais, j'étais hyper impressionnée par tous ces personnages forts en gueule et je me dis, non, mais j'ai pas la carrure pour faire ce métier. Et puis, j'ai regardé les prérequis techniques et c'est vrai que j'avais largement le niveau technique. Donc, je me suis dit, bah ouais, après tout, pourquoi pas, sur la suggestion de mon papa, donc le soutien de mes parents, après tout, pourquoi pas. Et puis, ma maman, qui était aussi beaucoup dans le sport, m'a très rapidement dit, Marion, dans le sport, si tu veux rester dans le sport, il faut que tu passes des diplômes parce que c'est des métiers exigeants, c'est très difficile, etc. Et moi, à ce moment-là, j'ai 18 ans et du haut de mes 18 ans, sûr de connaître le monde et la vie, avec avec toute je sais pas, cette espèce de flegme qu'on peut avoir du haut de ses 18 ans. Je lui ai dit, non mais maman, c'est bon, détends-toi, à 18 ans. Enfin, voilà, je lui ai dit, le sexisme, c'est fini, c'était à ton époque. Nous, on a gagné tous les grands combats, c'est bon, on a le droit de vote, on a le droit à l'avortement. Qu'est-ce que tu veux de plus? Bon, aujourd'hui, j'avais pas encore compris qu'il y avait les problématiques des carrières professionnelles en raison des maternités, les égalités salariales, la charge mentale, même l'accès aux soins pour les femmes, l'accès à l'éducation, enfin bref, les champs, les champs des égalités femmes-hommes sont juste infinis. J'étais à des années-lumière de tout ça. Moi, je voyais vraiment pas, sincèrement pas où était le problème, ce qui a été quelque part une force parce que du coup, je me suis pas mis trop de barrières. Je me disais, waouh, quand même, c'est impressionnant ces milieux-là. Après, plus tard, je vais rejoindre l'armée de terre, les chasseurs alpins et ensuite la police nationale. C'est des milieux quand même qui font très peur pour une femme. Et puis en même temps, je me disais, après tout, c'est vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas moi? Et donc, ça a été aussi un petit peu une force, quelque part, cette naïveté. D'accord. Voilà. Et alors, en quoi votre parcours a été différent de celui d'un homme, justement, pour devenir alpiniste et accéder au plus haut niveau? Au tout début, pour apprendre les techniques d'alpinisme, j'ai 14 ans, je grimpe bien, je vais dans un club alpin français. Et là, je suis accueillie par un monsieur qui me semble vieux, mais bon, c'est vrai que quand tu as 15 ans, tout le monde te sent très vieux. Et qui me dit non, mais tu peux pas faire les sorties d'alpinisme. Avant, il faut que tu fasses les randonnées, l'orientation, et puis ensuite, tu peux commencer l'escalade, après les grandes voies. Mais je dis, c'est bon, je sais déjà faire les grandes voies, mais j'ai envie d'aller en montagne, faire de l'alpinisme. Ah oui, alors du coup, je voyais bien que j'inspirais pas confiance et je savais pas comment leur expliquer que j'étais déjà capable en fait de faire tout ça. Donc je suis repartie, j'ai claqué la porte et du coup j'ai essayé de trouver un peu des copains. Alors souvent c'était moi qui étais quand même leader des courses, quoi. C'est moi qui disais à mes copains écoute, vas-y viens, on va essayer, on va faire ça. Alors des fois on s'est mis dans des situations plus ou moins scabreuses et dangereuses parce que du coup j'ai appris toute seule. J'ai toujours plus ou moins trouvé des copains pour me suivre. Alors malheureusement, j'ai aussi eu l'expérience des cordées de séduction. Maintenant, ça c'est un terme qui a été créé par l'universitaire maîtresse de conférence Cécile Autogali Mazzacavallo, qui peut vraiment mettre à penser sur ces sujets-là parce qu'elle a écrit une thèse sur les femmes et l'alpinisme. Voilà, tout simplement, il y a une quinzaine d'années.
Et donc, elle a imaginé les systèmes des cordées de séduction. C'est quand un copain, il m'appelait pour aller grimper une fois, deux fois. Et puis, moi, après, je voyais bien qu'il m'aimait bien parce que il se rapprochait de moi quand on était au relais d'escalade. Mais voilà, c'est pas le bon endroit, en fait, pour draguer une fille, le relais d'escalade, parce que t'es pendu dans ton baudrier au-dessus du vide. Tu dois assurer ta sécurité. Physiquement, t'es un petit peu entamé, on va dire. Et puis, mentalement, bah, t'es plus concentré sur ta course que sur ces approches de séduction. Et c'est juste pas le bon moment et c'est hyper désagréable. Et puis en plus, quand ils se rendent compte que de toute façon, bah, j'étais pas très intéressée, après, ils m'appelaient plus pour grimper. Donc ça, c'était pas des moments super agréables. Et voilà, j'avais que des compagnons de cordée pour m'entraîner. J'avais une ou deux copines, mais elles étaient très rares. Et c'était dommage parce qu'avec les copines, j'osais clairement plus, en fait. Quand j'allais avec mes copines, je sentais bien que j'avais pas de présomption d'incompétence. On était dans le même bateau toutes les deux avec les mêmes clichés, c'est-à-dire de toute façon, les femmes, ça a peur en montagne, ça a toujours froid, ça doit faire pipi tout le temps, ça c'est pas lire une carte. Bref, des clichés sexistes absolument faux, mais qui nous empêchent, qui nous freinent en fait, parce que déjà on doit prouver que ça c'est pas vrai, et ensuite on doit faire le job. Donc ça fait voilà double peine à chaque fois. Et quand j'étais avec mes copines, c'était plus simple, mais malheureusement il y en avait vraiment très peu. Et petit à petit, j'ai eu ces opportunités justement avec les groupes féminins. J'ai fait partie de la première équipe nationale d'alpinisme féminine qui a été créée en 2005. Avant, il y avait une équipe nationale jeune, se disant mixte, et en 20 ans, il y a eu 80 alpinistes et une femme. D'accord. C'était Voilà. pas Ça situe. vraiment. Ça permet, ça permet de Moi, situer déjà. voilà, donc en 2005, moi je savais même pas que cette équipe, elle était officiellement mixte. Pour moi, il y avait que des mecs, donc j'ai même pas pensé à postuler. Et je l'ai appris plus tard qu'en fait, monsieur, t'aurais pu, Marion, l'équipe, elle était mixte. Bah oui, bah, c'est sympa, mais là, c'est un peu tard. Bref, je suis plus vraiment dans les équipes jeunes. Enfin, c'est après assez étonnant. Et donc, il y avait l'équipe nationale alpiniste féminine, donc réservée aux femmes. Donc là, sans hésiter, j'ai postulé. Et en plus, c'était la première fois qu'il y avait un groupe féminin, parce qu'il y a toujours eu des groupes féminins dans l'histoire de l'alpinisme en France, depuis la création du club alpin français en 1874-76. Toujours eu des femmes, pareil dans les fédérations sportives. Il n'y a pas toujours eu des femmes. Au début, elles n'avaient pas le droit de faire partie des fédérations sportives. Donc, elles ont créé, notamment avec une dame qui s'appelle Alice Mia, qui a largement participé à créer les Jeux Olympiques féminins et à promouvoir le sport au féminin. Il y a eu des fédérations pour les femmes et ensuite, ça a été mixte, mais tout ça, ça a pris une centaine d'années. Hein. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. En alpinisme, il y a toujours eu des femmes dès la création des clubs alpins français. Et des groupes féminins. Mais les objectifs, c'était plutôt, oui, de se retrouver entre femmes, d'aller prendre le thé en cabane, de profiter des paysages, d'aller se balader. Et là, moi, j'étais vraiment dans un groupe d'alpinisme avec un objectif de haut niveau. Donc ça, c'était nouveau. Et ça, c'était en 2005. Donc c'était quand même pas au siècle dernier. Hein. Oui, ça a été une façon, du coup, j'imagine, entre femmes de pouvoir accéder à ce haut niveau. Alors, je le rappelais dans l'introduction, vous avez été pionnière à 3 reprises. Alors, être pionnière signifie d'avoir fait bouger certaines lignes, d'avoir dépassé des frontières invisibles. Racontez-nous à quels ordres établis vous vous êtes confrontés, vous l'avez déjà un petit peu esquissé, hein, mais du coup, à quels ordres établis vous avez été confrontés dans chacune de vos expériences et quelles ont été les fameuses barrières mentales, justement, que vous évoquez dans votre livre? Alors, pour rentrer dans ces ordres établis qui sont quand même en plus très très lourds, hein, là on parle de l'armée de terre, on parle des chasseurs alpins, on parle de la police nationale, donc c'est quand même des grosses institutions patriarcales qui ont été créées à l'origine où les femmes n'avaient juste pas le droit de mettre un pied. Hein. Après, elles ont été évidemment sollicitées pour faire les missions de secrétariat, de ménage, de couture, de soins. Donc évidemment, il y a des femmes dans l'armée, mais on voit bien qu'elles sont réservées à des postes encore très féminins. Et donc, pour pouvoir rejoindre ces institutions, et notamment le groupe militaire de haute montagne, c'est vraiment la vitrine de l'armée de terre en matière d'alpinisme. C'est les meilleurs alpinistes français, ils sont là. Ils sont une dizaine de tout grade, ça va de militaire du rang, donc moi j'étais militaire du rang, première classe, deuxième classe, caporal, caporal-chef, ça va jusqu'à officier pour pouvoir commander le groupe. Ça a été créé dans les années 70. Et donc, pour rejoindre ce groupe, il a fallu faire en fait, c'est de la discrimination positive. C'était vraiment le seul moyen pour rejoindre un groupe d'élite de cette façon. Donc, en 2008, il y a le commandant Thomas Faucheur qui se dit, mais maintenant, il y a un groupe féminin au niveau des fédérations. Donc, moi, j'étais avec l'ENAF, l'équipe nationale alpiniste féminine, avec un objectif marqué de haut niveau. Donc, il y a aujourd'hui des femmes qui ont clairement envie de faire de l'alpinisme de haut niveau, faire de la performance. Nous, on n'a jamais eu de femmes au GMHM. On peut montrer qu'on s'est collé à l'évolution de la société. Il serait peut-être temps de recruter une femme. Donc, super. Donc, en langage féministe, on va dire, on les appelle les alliés, ces personnes-là.
Hmm. C'est ces hommes qui vont m'aider au cours de mon parcours. Et il y en a eu, hein. Il y a eu mon papa, donc j'ai cité tout à l'heure pour mon diplôme de maîtrise d'escalade. Il y a eu Thomas Foucher, donc le commandant du GMHM. Voilà, ça, c'est mes alliés. C'est ces personnes qui vont me faire confiance, qui vont miser sur mon potentiel, qui vont m'encourager. Alors, bien sûr qu'ils y trouvent leur compte, hein, parce qu'ils font ça, c'est aussi pour l'image du GMHM et montrer que oui, le GMHM est capable de s'adapter, l'armée est capable de s'adapter à l'évolution de la société, d'être au goût du jour. Ils y trouvent leur compte à chaque fois aussi, hein, attention, hein, c'est pas que de la. Mais c'est normal, bah, moi aussi j'y trouve mon compte en défendant l'égalité femmes-hommes, évidemment. Et donc il propose à toutes les femmes de l'ENAF de postuler. Il y en a une qui va se renseigner, mais en fait, finalement, elle avait de la chance, elle n'avait pas vraiment besoin de travailler, donc elle n'avait pas envie de s'enquiquiner à rentrer à l'armée pour être payée à faire de l'alpinisme. Et puis moi, j'avais très peur de postuler à ce moment-là. Je me disais, non, mais je vais être la première femme, je vais être toute seule, c'est l'armée de terre. J'avais aussi des convictions, on va dire, j'étais pas pro-guerre. Enfin voilà, moi j'allais grimper, j'avais la persine dans le nez, j'avais une dreadlocks dans le cou, des pantalons bariolés africains pour faire de l'escalade. Ça m'a pas traversé une seconde au cours de mon enfance de rejoindre un jour l'armée de terre pour pouvoir faire de l'alpinisme. Enfin, déjà, je savais même pas que c'était possible. Et puis pour moi, l'armée de terre, ça représentait, bah voilà, cette institution où on se prépare pour aller faire la guerre et tuer des gens. Ce qui est effectivement leur mission quand même, hein. En fait, disons que tuer des gens, c'est un moyen. Enfin bon, bref, voilà. Donc j'étais quand même questionnée pourquoi une armée. Donc de là à rejoindre l'armée, enfin voilà, là ça me posait problème. Et puis aussi, ce qui me posait problème, c'était finalement d'être payée à faire de l'alpinisme. Ça me faisait culpabiliser. Je me disais, mais il y a besoin d'argent dans les hôpitaux, dans les écoles. Je vois pas pourquoi moi. On parle d'un SMIC, hein, quand je dis payé, hein, parce que caporal, c'est un SMIC, hein. Et ben, ça me faisait culpabiliser d'être payé même qu'un SMIC, alors que je voyais bien que ça manquait d'argent dans plein d'autres domaines. Et heureusement, c'est cette amie Karine Ruby qui m'a bien remis les idées en place, donc championne de snowboard, vraiment on va dire un mental de gagnante, quoi. Enfin, vraiment, elle avait brisé déjà, elle, un paquet de barrières mentales, les siennes et le regard des autres. Et elle m'a dit, non mais Marion, si c'est pas toi qui prends ce salaire, si c'est pas toi qui prends cette poste, ça va être un autre. Il y en a un autre qui va en profiter, donc pourquoi pas toi? Et c'est vrai qu'elle m'a un petit peu secouée et je me suis dit, bah oui, moi j'ai envie de faire de la montagne, là j'ai une opportunité, bon ok c'est l'armée, je suis partie avec pas mal d'a priori sur l'armée qui plus tard ont changé, hein, parce que finalement j'ai découvert cette institution de l'intérieur et j'ai découvert des belles valeurs et de cordée, des belles valeurs de solidarité, des belles valeurs sociales, parce que finalement ça m'a permis, quand j'étais à l'armée, j'emmenais des gens en montagne, je leur apprenais les techniques d'alpinisme, donc les soldats, en fait c'était des personnes qui n'auraient jamais eu les moyens financiers de se payer un guide de montagne. Parce que ça coûte quand même relativement cher. Oui. Donc c'était quand même, voilà, tous ces aspects-là, c'était super chouette. Il y avait des esprits de groupe qui étaient très forts. Enfin voilà, j'ai trouvé des belles valeurs à l'armée par la suite, mais c'est vrai que je suis partie un peu à reculons. Et avec cette idée-là que, bah oui, après tout, pourquoi pas moi? Mais il a vraiment fallu qu'il y ait plusieurs personnes qui me motivent. Voilà, le commandant Thomas Faucher, Catherine Ruby. Mes parents, bah, ils avaient un peu peur que je me retrouve dans un groupe d'élite à partir en expédition. Je suis partie plus tard en Himalaya à 7000 mètres, en Arctique, en Antarctique, à faire des voies dures toute l'année. Bon, tout ça, ça a duré 3 ans et demi. En moyenne, les alpinistes restent 10 ans. Moi, j'ai dit 3 ans et demi, je trouvais que c'était déjà pas mal. Okay. Donc voilà, il y a eu des alliés, il y a eu de la discrimination positive. C'est ce qui a fait que j'ai pu, on va dire, briser ce premier portail. Donc en fait, l'ordre établi au départ, c'était plutôt qu'il y a des métiers féminins réservés aux femmes et puis des métiers plus masculins. Et il a fallu justement cette discrimination positive pour commencer à casser ces codes-là et pouvoir aussi affronter vos barrières mentales. Dans ces moments-là, quand vous voyez que les métiers réservés aux femmes étaient plutôt dans le métier du soin, ce que vous avez dit, l'assistance, etc. Et puis pour les hommes, des métiers où la force est importante, qu'est-ce que vous ressentiez? Moi, je me disais pourquoi pas si ça leur plaît. À ce moment-là, j'ai 23 ans quand je rejoins l'armée. Je me disais si ça leur plaît d'être infirmière, pourquoi pas. J'avais pas encore du tout pris conscience de cette catégorisation des métiers en France. Enfin, ça me percutait pas. Mais aujourd'hui, avec le recul, là, j'ai 38 ans et donc je peux commencer à faire un petit bilan sur l'évolution des carrières. Et ouais, clairement, aujourd'hui, je suis dans un métier pas réservé aux hommes. Hein. Les femmes ont le droit de postuler, mais de fait, sur 200 agents secouristes CRS Montagne, on est seulement 4 femmes, bientôt 6. Et malheureusement, je crois que ça va s'arrêter là parce qu'il n'y en a pas encore beaucoup qui arrivent derrière. Donc, c'est des pourcentages absolument ridicules. Hein. Ouais. Mais à l'époque, votre ressenti, c'était quoi? Vous dites effectivement, je ne m'étais pas encore rendu compte de cette catégorisation des métiers, mais justement, quand vous étiez confronté à ces plafonds de glace, quel était votre ressenti? Par exemple, au groupe militaire d'haute montagne, donc j'ai été prise sur discrimination positive. Alors le problème, l'effet pervers de ça, c'est que
Alors, c'était compris par mon chef qui m'a dit, voilà, on voit bien qu'à 20 ans, les filles, elles sont déjà loin derrière les hommes en alpinisme. Il y a beaucoup de moins de réalisation de grandes voies de haut niveau dans les montagnes. Mais toi, on voit que tu as un gros potentiel, que tu as une grosse motivation. Et malheureusement, ce n'était pas vraiment accepté par le reste du groupe. Donc, en fait, une fois que tu as été prise par discrimination positive sur ton potentiel et ta motivation, derrière, ça te poursuit toute ta carrière. Oui, mais elle a été prise juste parce que c'est une femme. Non, j'avais été prise parce que j'étais la meilleure des femmes à ce moment-là. Mais en fait, le raccourci est vite fait. Oui, mais elle a été prise juste parce que c'est une femme. Donc, à partir de là, ta carrière, t'es grillé, quoi. Tout ce que tu fais, c'est juste parce que c'est une femme qu'elle a pu faire ça, qu'elle a pu passer le diplôme de guide de haute montagne, qu'elle a pu passer le maîtrise d'escalade, parce qu'au tout début, on l'avait prise juste parce que c'était une femme, non? Et ça, c'est lourd. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de fois où je me suis dit, ouais, je comprends un peu mieux pourquoi les copines, elles n'ont pas postulé, en fait. Elles l'ont vu venir, ce truc-là. Moi, j'étais un peu naïve et un peu aussi boostée par, je vois pas pourquoi moi non plus, j'en profiterais pas, comme l'avait très bien dit Karine. Et donc, du coup, voilà, et pour moi, c'était une évidence qu'il fallait tenter. Et après coup, je me suis dit, ah oui, en fait, elles avaient senti que ça allait quand même être très compliqué, ces petites remarques-là au quotidien, le sexisme ordinaire, les blagues sexistes, le harcèlement sexuel. Enfin, voilà, on a eu la totale, on a tout le panel. Le viol aussi, mais finalement, c'était avant, c'était quand j'étais ado, mais finalement, les circonstances, quand on lit les circonstances dans le livre, on se dit, ah bah oui, c'est déjà arrivé à quand même pas mal de nanas. Je suis allée à une soirée, j'ai trop bu, un garçon en a profité. Voilà, quoi. Tout simplement, j'ai envie de dire, banalement, et ça arrive encore malheureusement très, très, très souvent. Donc, ouais, ça arrivait après. Après, je me suis dit, ah oui, quand même, il y a 2-3 trucs qui clochent. Moi, je suis devenue féministe, clairement, à 30 ans. Donc, il m'a fallu 7 ans d'armée, 7 ans dans des groupes d'élite, 7 ans dans des métiers où il n'y avait jamais eu de femmes avant moi pour finalement comprendre. Je trouve que je suis plutôt longue à la détente, et c'est pour ça que j'ai quand même beaucoup d'indulgence envers ces femmes et ces hommes qui ne voient pas où est le problème. Parce qu'effectivement, au bout de 7 ans, j'ai quand même compris qu'il y avait des problématiques plus larges. C'était pas que moi qui n'étais pas assez sympa, assez compétente. Si j'arrivais pas à trouver ma place au milieu d'un groupe d'hommes, c'était pas que moi le problème en fait. C'est que les hommes n'étaient pas non plus préparés à ça, à avoir une femme à leur côté qui fait le même métier qu'eux, parce qu'on est dans des stéréotypes, on est dans des clichés et que ça prend une vie entière à s'en défaire, quoi. Oui. Les clichés, les stéréotypes, la socialisation genrée, ça commence à 3 ans. Donc, en fait, à partir du moment où on est socialisé, on est forcément dans une socialisation genrée. Il faut forcément choisir entre fille ou garçon. Il faut forcément, même quand on parle de quelqu'un d'autre, quand on parle d'un enfant qui arrive au jeu d'enfance, on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon, on est vachement embêté pour dire, tiens, on va jouer avec la petite c'est vachement gênant. C'est là où on voit que même notre langue nous empêche et nous limite dans une façon de penser autrement que féminin, masculin. On est obligé de choisir, en fait. Donc, en fait, après, il nous faut une vie entière pour essayer de se détacher un peu de tout ça. Et à partir du moment où on apprend la langue et déconstruire les clichés qu'on a collés avec, alors qu'il n'y a pas de raison. On peut très bien dire le ou la fille, le ou la en parlant d'un enfant. Et pour autant, on n'est pas obligé de lui coller les clichés qui vont avec. Mais oui, ça prend toute une vie et ça prend longtemps. C'est tellement ancré, incrusté, qu'effectivement, je ne m'en rendais pas compte quand j'étais... je voyais pas pourquoi il y avait des femmes qui faisaient du soin. Je me disais, si ça leur plaît, tant mieux. Mais je voyais pas pourquoi elles faisaient ce métier-là, alors que moi, je me retrouvais dans des métiers dits d'hommes. On voit bien qu'effectivement, les ordres établis infiltrent nos représentations et finalement agissent sur nos comportements, mais à notre insu, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas forcément compte bien qu'on est formaté. On est formaté, exactement. C'est tout à fait le terme. Et est-ce que votre éducation vous avait préparé à ces différences hommes-femmes ? Alors oui et non, parce que donc ma maman m'a toujours très sportive, m'a toujours dit quand je grimpais sur les arbres, elle me disait pas fais attention, tu vas tomber. Elle me disait vas-y, grimpe plus haut pour voir. Quand on se promenait en ville, qu'il y avait un petit muret, elle me disait vas-y, marche sur le muret. Sauf qu'en fait, le muret, on était sur un pont, on était au-dessus d'une rivière. Enfin voilà, elle m'a toujours poussée dans mes retranchements physiques, même intellectuels. Elle m'a toujours encouragée à faire des études. J'étais plutôt bonne élève. Enfin voilà, j'ai eu une vraie coach. Ma maman, c'est une coach de toute façon. Elle aurait pu te faire très bonne coach de kayak. C'est juste que le milieu n'était pas prêt à la recevoir. Mais c'était une coach. Ensuite, elle a coaché ma petite sœur, qui allait aussi très très fort. Et donc, j'ai toujours été poussée comme ça physiquement. Mon papa nous emmenait. J'ai un frère cadet qui avait 1 an de moins que moi. Et quand il nous emmenait faire du sport, du ski, de l'escalade, du parapente, il y avait, en fait, être une petite fille n'était pas une excuse.
il fallait y aller, quoi. C'est pas parce que tu étais une petite fille que tu avais le droit d'avoir plus froid, plus peur, plus envie de faire pipi tout le temps. Non, non, il fallait y aller, il n'y avait pas d'excuses. Et puis en plus, il avait une pédagogie que j'ai surnommée dans mon livre de marche ou crève. Voilà, c'est donc il fallait y aller parce que sinon, de toute façon, il n'allait pas t'attendre. Et moi, j'adorais en fait ces challenges physiques et ça m'a toujours poussée. Donc l'environnement familial était bien sûr assez, m'a beaucoup influencé dans cette façon de me repousser physiquement. Donc, quand je suis arrivée adolescente, j'étais très forte physiquement. J'avais des grosses épaules. Je me faisais surnommer Schwarzenegger. C'était pas forcément très agréable. Quand tu as 15 ans, tu es en recherche de ta féminité, tu essayes de trouver ta place là-dedans. Mais bon, voilà, en tout cas, j'ai été très forte physiquement. J'avais pas peur. Je pouvais courir vite, etc. Donc, ouais, l'environnement familial, oui. Mais ce que je me rendais pas compte, c'est qu'on était quand même dans des schémas très classiques. Hein. C'était mon papa qui coupait le bois et qui allumait le feu, et c'était ma maman qui faisait les courses et qui vidait le lave-vaisselle. Mais moi, je me disais, bah, c'est comme ça chez moi, mais c'est peut-être pas forcément comme ça partout. En fait. Mais ça, je ne le savais pas. Donc, préparer oui et non. Ouais. Où vous-même avez-vous trouvé la force de dépasser l'ordre établi qui vous assignait, vous dites dans votre livre, au mieux à une place de seconde de cordée et au pire à pas de place du tout en tant qu'alpiniste? Quelles ont été vos ressources internes? Bah, c'est cette envie d'être dehors, c'est cette envie d'être payé à avoir un métier cool. Moi, j'avais pas envie d'être derrière un ordinateur toute la journée. J'avais pas envie d'être en intérieur. Et ce qui m'a vraiment débloqué, je pense, qui m'a vraiment fait du bien, c'est cette année aux États-Unis. Après ma première, j'avais une cousine éloignée qui avait fait ça. Donc mes parents se sont dit, bah tiens, ça peut être bien pour Mario. J'étais déjà très indépendante. J'aimais déjà beaucoup l'escalade et l'alpinisme, le ski. Et du coup, ils m'ont envoyé une année aux États-Unis, donc dans le Colorado, à Boulder, dans une famille d'accueil. Donc, je suis partie un an dans un lycée, une high school. Et là, ce qui est génial, c'est que les Américains, ils ont une vision beaucoup plus ambitieuse de leur carrière professionnelle. Donc, par exemple, avant de partir, moi, j'étais bonne en maths. Je me suis dit, bah, je vais faire prof de maths. Comme mes parents, je serais prof. Comme ça, j'aurai les vacances pour aller grimper. Et en fait, arrivé à repartir des États-Unis, en fait, après un an là-bas, je me suis dit, bah non, en fait, prof de maths, je sais que je peux le faire. Tu fais une licence à la fac, tu te prépares au CAPES, tu rates une fois, deux fois, mais au bout d'un moment, tu l'as. Enfin, je veux dire, c'est pas, voilà, vu mon niveau que j'avais en maths, j'étais largement capable de faire ça. Donc, en fait, il n'y avait pas d'intérêt à le faire. Les Américains, ils sont plus en mode, ok, toi, ce que tu aimes, c'est d'être dehors, bah vas-y, tu tentes à fond d'être dehors, tu t'entraînes, tu as un bon niveau technique, tu passes des diplômes sportifs. Et puis, si au pire du pire, ça marche pas, tu te blesses, finalement, tu vois que c'est trop compliqué de vivre avec ces diplômes-là en France, etc., et ben, tu fais prof de maths. Mais du coup, ça devient le plan B. Alors que la façon très franco-française, c'était de se dire, bon, bah d'abord, j'assure mes arrières, je fais prof de maths, et puis après, bah, je tente. Mais ouais, mais du coup, tu mets pas toute ton énergie et tout ton potentiel à aller tenter de décrocher des jobs qui sont juste incroyables, que déjà, je n'existais même pas et qui n'existaient même pas pour une femme. Donc, c'était complètement improbable de pouvoir finir dans ces métiers-là. Il fallait vraiment que j'y mette toute mon énergie, tout mon cœur et tout mon potentiel. Si j'avais fait prof de maths avant, bah, j'aurais déjà perdu 5 ans à faire un peu mes études, passer mes concours, aller travailler. Et le temps que tu passes à travailler, que tu t'entraînes pas. Enfin voilà, tout aurait pris beaucoup plus de temps. Et je pense que j'aurais pas pu avoir la carrière que j'ai. J'aurais pu passer des diplômes sportifs. Je pense guide d'haute montagne, je l'aurais passé. Mais c'est clair que je serais pas allée dans des groupes d'élite de l'armée de terre et que j'aurais pas osé rejoindre la police nationale pour faire du secours en montagne, parce que j'avais encore très peur de ces institutions. Encore une fois, ces institutions, elles faisaient très peur, mais une fois que j'ai eu l'opportunité de les découvrir et d'être à l'intérieur, j'ai découvert des gens, en fait, humains, normaux, qui sont très impressionnants quand tu les croises en uniforme au début. Puis en fait, non, en fait, ils ont les mêmes soucis que nous. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, ils sont normaux. Mais ça prend un petit moment pour le déconstruire, en avoir un petit peu moins peur. Ouais. Donc l'expérience des États-Unis a été déterminante. Et est-ce que là-bas, vous avez eu le sentiment que les femmes étaient moins assignées peut-être à une place que chez nous en Europe, en tous les cas en France? Alors oui, à certains sujets, ils sont quand même plus en avance. Par exemple, à partir du moment où il y a une équipe de foot homme, ils sont obligés d'avoir une équipe de foot femme. Sinon, ils ne peuvent pas créer l'équipe de foot homme. D'accord. Du coup, ça veut dire que les femmes, elles font du sport, quoi. Il y a plus d'opportunités, moi j'ai trouvé pour ça. Par contre, ils ont d'autres problématiques d'un point de vue social. Je veux dire, il y a des très riches et des très pauvres, et ça, c'est flagrant, quoi. Pour jouer au foot, il faut un certain budget, et tout le monde n'a pas accès au foot. Donc, Oui. j'ai envie de dire, ils ont aussi d'autres inégalités qui se jouent. À notre Voilà. niveau. Mais pour le rapport homme-femme dans une même classe sociale, moi, j'ai trouvé que c'était moins marqué, les inégalités. Mais finalement, si on creuse bien, on voit qu'ils n'ont aucune aide pour l'accès au congé maternité. Il n'y a rien du tout. Donc, si tu n'as pas un peu anticipé tout ça, enfin bref, voilà, ça reste quand même
inégalitaire. Oui, mais les inégalités se basent sur d'autres choses. Elles sont ni mieux ni moins bien d'ailleurs, hein. D'un Sur point de vue d'autres. social, moi j'ai trouvé beaucoup plus marquées. Bon, après là, c'est vraiment du doigt mouillé. Moi, je suis pas universitaire, j'ai pas étudié tout ça, et d'un point de vue femmes-hommes, elles sont un peu moins marquées qu'en France, mais elles sont quand même là. Attention, hein. Oui, oui, bien C'est pas le sûr. Oui, pays des oui. bisounours, hein. Non, 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 les États-Unis, je crois pas, non. Bon, en tout cas, il y avait cette mentalité de gagnant et puis ce rapport à l'échec qui est beaucoup moins marqué. C'est-à-dire que ouais, même si tu tentes d'aller faire des métiers dans la montagne, si ça marche pas, bah, en fait, c'est pas grave parce que tu auras mis en place plein de choses, tu auras dépensé une énergie, tu te seras entraîné, puis ça va t'amener quelque part, même si c'était pas exactement où tu avais prévu. Voilà, ça lance la machine, on va dire. Alors Ouais, qu'en France, ben ouais, si tu tentes et que ça marche pas, on va te dire, bah oui, en même temps, tu t'attendais à quoi? Ben, ouais. voilà, ça fait beaucoup plus peur en France de tenter des choses. Oui, oui. Le rapport à l'échec n'est pas du tout le même, effectivement. Ouais. Mm. Alors, si on élargit un peu le spectre, vous débutez votre livre avec cette phrase: longtemps, je n'ai pas eu conscience de faire partie de la moitié de la population dont les droits sont moindres que ceux de l'autre moitié, les femmes. En quoi nos droits sont-ils moindres de façon globale, selon vous? Aujourd'hui, c'est vraiment insidieux parce qu'effectivement, sur le papier, ça va de mieux en mieux. On a le droit de vote, on a l'accès à l'avortement. Mais déjà, on remarque que l'accès à l'avortement, bah, pour prendre cet exemple-là, aux États-Unis, il a pris une grosse claque. Oui. Voilà, donc il faut quand même rester hyper vigilante. Et puis en plus, c'est pas parce qu'il est marqué sur les textes qu'il est facile à appliquer. Il y a des problématiques où quand on veut appeler pour se renseigner, bah, on nous dit ah mais peut-être que ce serait bien que vous le gardiez ou voilà, d'essayer de faire culpabiliser les femmes avant qu'elles avortent. Mais dans l'application, c'est pas encore ça. Si on lit, voilà, par exemple, par rapport aux violences sexuelles, bah, dans les textes, c'est plutôt bien fait. Mais on se rend compte que quand il faut passer devant le tribunal, bah, en fait, les faits vont être minorés pour être sûr que la personne soit condamnée. Ou alors, comme il y a tellement de problématiques, en plus avec le MeToo, là, il y a plein d'histoires qui sortent et du coup, bah, il n'y a pas les moyens qui sont mis en place en face dans les tribunaux pour pouvoir enchaîner les procès et que ce soit fait de façon voilà, correcte. Donc ouais, sur le papier, ça se passe bien, mais on voit bien que dans les faits, il y a encore quand même beaucoup de problématiques. Moi, je suis rentrée au groupe militaire de haute montagne en 2008, je suis partie en 2012, et il n'y a toujours pas eu de femmes depuis. Mm. Ils en ont soi-disant pas trouvé. Je pense qu'ils n'ont pas suffisamment cherché, à mon avis, parce que des femmes, il y en a de plus en plus. Grâce aux groupes féminins, il y a les NAF et puis il y a aussi d'autres groupes féminins qui ont été créés au sein des fédérations. Il y a de plus en plus de femmes qui passent le diplôme de guide de montagne. Donc il y a plein de femmes qui arrivent, qui sont intéressées par le haut niveau, mais il n'y en a aucune qui repasse cette barrière-là parce que le commandant Thomas Faucher est parti. Donc, il y a un moment, il faut aussi qu'il y ait des volontés aussi en interne et au niveau de la hiérarchie pour que ça passe. Si aujourd'hui, il y a des femmes secouristes CRS montagne qui sont arrivées derrière moi, c'est parce qu'au niveau de la hiérarchie, ils ont dit, bah, écoutez, on a un peu de mal à recruter. C'est une spécialité très particulière. Il faut à la fois être policier et montagnard. Donc, les policiers ne sont pas forcément montagnards et les montagnards n'ont pas forcément envie d'être policiers. Donc, c'est assez compliqué de trouver des gens qui ont ces deux doubles compétences et il y a des problèmes de recrutement. Et assez justement, ma hiérarchie se sont dit, bah, écoute, maintenant, s'il y a des femmes, si on ouvre nos recrutements à la deuxième moitié de la population, on peut quand même faire des recrutements intéressants. Ça augmente de 50% nos chances de recrutement, c'est quand même énorme. Donc, pour le faire, ils ont créé des petits emplois jeunes. Ils ont pris des femmes. Et sur les 4 femmes qui ont été dans ces petits emplois jeunes, dans cet emploi jeune, il y en a 3 qui ont rejoint la spécialité. Et maintenant que ça s'est arrêté, ces emplois jeunes, il n'y a plus vraiment de femmes qui sont dans les tuyaux en ce moment pour faire les formations. Donc, il va falloir qu'on relance un petit peu cet emploi jeune Ouais. parce qu'on voit que c'était la porte d'entrée, le moyen de démystifier l'institution. Une fois que les femmes elles étaient là et qu'elles étaient avec nous le matin, à voir les gars en vrai, à voir qu'en fait, bah ouais, c'est juste des êtres humains, bah oui, qui étaient très forts physiquement, mais parce qu'ils s'étaient entraînés en fait. C'est pas arrivé comme ça. Une femme entraînée est bien plus forte qu'un homme. Il faut s'entraîner, il faut se préparer, Bien plus déjà il forte, faut oser. pourquoi? Pourquoi Bah, bien plus forte? parce qu'elle est entraînée, elle est préparée pour. Mais plus forte qu'un homme, vous dites, est bien plus forte qu'un homme. Bah, une femme entraînée, que ce soit dans n'importe quelle discipline, hein, intellectuellement, physiquement, elle va être plus forte. À partir du moment où on s'entraîne, où on se prépare pour un objectif, bah oui, D'accord. on est plus fort. Oui, oui, c'est pas plus fort qu'un Et homme, en fait, c'est plus fort. L'entraînement fait qu'effectivement, eh on ben, elle va être devient plus plus fort. forte, bien Oui, sûr. Mais d'accord. elle peut être plus forte qu'un homme. Parce qu'on part toujours du postulat que les hommes sont plus forts que les C'est femmes. Et ça. ce, dans tous les domaines. Et donc, du coup, il faut bien déconstruire ça, que c'est absolument pas vrai. Parce qu'une femme qui s'entraîne, elle va être plus forte qu'un homme. Alors, si l'homme, il est aussi entraîné, alors évidemment, là, ça va. Mais ce qui va changer la donne, c'est le fait d'être entraîné. C'est C'est pas le ça. fait d'être un homme. Bien d'accord. D'ailleurs, on peut en parler de l'aspect physique dans le sport et dans l'alpinisme en particulier. C'est des sports qui sont exigeants, mais finalement, c'est des sports très techniques. Il faut beaucoup d'expérience, il faut bien connaître le terrain, il faut bien connaître la météo, la glace, la neige.
c'est des efforts très longs, c'est des ascensions qui vont durer parfois plusieurs jours, une dizaine d'heures. On peut marcher pendant 24 heures, on peut dormir dans la paroi 3 nuits. Donc du coup, c'est quand même les efforts longs, c'est quand même plus adapté à des physiologies féminines. Il n'y a pas de raison purement physique que les hommes soient plus forts que les femmes dans ce sport-là. Mais par contre, on voit aussi que c'est des sports très chers, réservés à des classes supérieures professionnelles, des classes des CSP, classes socio-professionnelles supérieures, CSP+. C'est des sports chers, c'est des sports qui demandent beaucoup de temps, qui dit du temps, dit de l'argent. C'est du sport qui demande aussi des compagnons de cordée pour pouvoir s'entraîner. Comme c'est plutôt des hommes à la base, il y a une sorte d'affinité. Ils appellent ça en langage féministe les boys clubs, qui va se créer. Et donc, du coup, c'est compliqué d'avoir des conseils, des opportunités pour s'entraîner. Et c'est toutes ces petites choses-là qui vont faire que les hommes sont beaucoup plus forts que les femmes en alpinisme. Et pourtant, on sait que c'est possible, que les femmes peuvent être très fortes. Il y a Catherine Destivelle qui l'a montré dans les années 80-90, qui a fait les 3 grandes faces nord, Égard, Servin, Grande Jurasse, en solo, en hiver. C'était la meilleure alpiniste des alpinistes. Donc, on voit bien qu'un utérus ne nous empêche pas de faire des performances en alpinisme. C'est bien qu'il y a un truc quelque part ailleurs. Mais depuis Destivelle, il n'y a pas eu mieux, en fait. Donc, c'est là où il faut rien lâcher, quoi. C'est vrai que sur le papier, on a plein de droits, mais dans les faits, ils sont encore pas très bien appliqués. Vous dites également dans votre livre « Je ne suis pas née féministe », évidemment en référence au livre de Simone de Beauvoir. Comment définiriez-vous votre féminisme maintenant ? Féminisme, je sais pas, ça me semble tellement évident. Bienveillance, c'est-à-dire que évidemment il y a c'est une bonne question parce qu'il y a plein de féministes différents et au début quand on dit je suis féministe, on dit c'est du sexisme, extrémisme inversé, vous voulez que les femmes écrasent les hommes. Non, pas du tout. On veut que les femmes elles trouvent leur place dans cette société. Si toi ce que tu veux c'est t'occuper de tes enfants, rester chez toi, c'est ok. Mais tu mérites un salaire parce que quand tu es chez toi et que tu brasses toute la journée pour les tâches ménagères, faire les courses et t'occuper des enfants, ça mérite largement un salaire. Mais pour autant, si tu as envie de laisser ton petit à la nounou à 1 mois et demi et puis à continuer ta carrière parce que tu kiffes ton job et qu'en plus tu es bonne à ça et que la société elle a quand même besoin de toi dans ton boulot, c'est cool aussi. Je pense plus de bienveillance entre femmes aussi, bien sûr, parce que plus de sororité. Parce qu'entre femmes, on peut aussi être très dur entre nous, mais parce que ça, c'est des valeurs masculines. Et on va dire, j'aime bien cette image des poissons dans l'eau, en fait. C'est comme si les femmes, on était des poissons d'eau froide. Et cette société patriarcale, c'est un gros bocal d'eau chaude. Et les hommes, ce seraient des poissons tropicaux qui sont à l'aise dans l'eau chaude. Donc, eux, ils ne voient pas où est le problème. Et c'est OK, et c'est normal. On ne peut pas leur en vouloir, ils ne voient pas où est le problème. On est dans l'eau chaude, c'est des poissons d'eau chaude, c'est cool. Vas-y, détends-toi. Sauf que nous, on est plutôt des poissons d'eau froide. On nous a appris à grandir dans de l'eau froide. Et là, il faut se tortiller, se contorsionner pour essayer de rentrer dans des cases et être pas trop mal dans ce bocal-là. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre bocal. Et si tu vas dans ton bocal d'eau froide, c'est un peu dur, quoi. Ça veut dire salaire plus bas, ça veut dire moins d'opportunités professionnelles, un job moins intéressant. Voilà. Ça veut dire que tu restes à la maison avec tes enfants, mais que tu n'as pas de salaire et que tu n'as aucune indépendance financière. Et le jour où ça se passe mal avec monsieur, c'est très, très compliqué. Les chiffres, ils font quand même un petit peu froid dans le dos. 60% des pensions, ils ne sont pas payés. Les chiffres, ils font froid dans le dos. 80% des femmes seules sont en dessous des familles monoparentales sont des femmes et sont en dessous du seuil de la pauvreté. Les chiffres, ils sont quand même vraiment froids dans le dos. Et vous, qu'est-ce que vous revendiquez à travers votre féminisme ? Plus de sororité et plus de bienveillance, d'attention et voilà. De bienveillance de la part des hommes ou de bienveillance entre Non, femmes ? même entre nous entre aussi, oui, de la part des hommes, mais je pense je vois aussi beaucoup d'hommes qui sont évidemment dans une moindre mesure, mais qui sont aussi victimes de ce patriarcat ambiant, ils sont victimes de devoir montrer à quel point ils sont forts physiquement, ils sont pris dans des trucs, voilà. Alors c'est moins, on va dire, marquant pour eux. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils ne s'en rendent pas compte, ils en souffrent moins parce qu'eux, par exemple, ils vont subir moins de violences sexuelles. Ça, c'est quand même des choses qui vont être moins marquées. Les victimes, c'est quand même 98% déjà, les auteurs, c'est des hommes. Et les victimes sont 2/3 de jeunes femmes. Donc, c'est sûr que ça, c'est des choses qui les marquent moins. C'est moins violent pour eux, mais ils peuvent aussi largement le ressentir. Oui. Et alors, ils en sont conscients. Oui. Et alors, quels sont les enjeux pour la société de faire évoluer les représentations et qu'est-ce que les hommes ont à gagner de cette évolution vers plus d'égalité hommes-femmes ?
Si on tire un peu la ficelle un petit peu plus. La société, elle a tout à y gagner parce qu'il y a des femmes qui ont des super potentiels intellectuels, physiques. Voilà. Marie Curie, par exemple, c'est toujours l'exemple qui revient, mais c'est la chercheuse la plus connue qui a quand même fait avancer un peu les choses. Il y en a d'autres. Hein. Je ne suis pas trop dans ce domaine-là, donc je ne vais pas vous les citer, ce serait trop dangereux. Mais évidemment, il y en a plein d'autres qui ont été cachés et invisibilisés par l'histoire, et c'est plutôt monsieur qui a récolté l'Oscar. Ça sort de plus en plus dans les histoires. Les historiennes font des beaux travaux de recherche là, chez les universitaires. Voilà, parce qu'il y a du potentiel intellectuel, physique qui peut faire du bien à notre société. Et aussi parce que je pense que dans le privé, dans le quotidien, en couple, c'est quand même plus agréable, je pense, pour les hommes d'avoir des femmes qui sont bien dans leur basket, qui sont bien dans leur tête, qui peuvent exprimer leur potentiel voilà, au quotidien. Enfin, c'est quand même plus agréable à vivre, quoi. Que d'être avec une femme, que de vivre avec une femme qui peut être frustrée parce qu'elle peut pas reprendre son boulot, parce que elle aurait aimé avoir des enfants, mais c'est trop compliqué à organiser dans cette vie-là, ou parce qu'elle sait que si elle a des enfants, elle aura plus de vie professionnelle, plus de vie sociale, parce que c'est compliqué à caler. La société est vraiment pas du tout faite pour concilier vie professionnelle et vie parentale. Enfin, voilà. Je pense que les femmes se seront juste mieux. La société, c'est que les femmes, c'est quand même la moitié de la population, se sentira juste mieux et plus à l'aise. Ouais, et puis, c'est quelques hommes aussi victimes de ce patriarcat homme, parce qu'il y en a quand même un paquet, mais encore une fois, pas aussi fort. Je pense qu'ils se sentiront aussi beaucoup plus à l'aise. Ouais. On sera juste bien, quoi. Ouais. Alors, les choses évoluent aussi, parce que dernièrement, j'ai discuté avec une dame de 98 ans, la semaine dernière, et qui m'expliquait que quand elle était jeune, elle avait un poste assez élevé, elle avait eu la chance de faire des études, elle est convoquée par son patron dans son bureau, et quand elle entre, qu'est-ce qu'elle voit? Une photo de mariée avec en dessous « Sois belle et tais-toi ». Donc, il y a 80 ans, quoi, peut-être un petit peu moins, 70 ans. Donc, on voit que les choses évoluent et les représentations des hommes aussi, probablement, quoi. Mais il y a encore effectivement du chemin à faire. Qu'est-ce qui doit changer dans l'éducation, selon vous, pour que justement on aille vers plus d'égalité hommes-femmes, puisque là, c'est le sujet? Dans l'éducation à l'école, par exemple, ou à la l'école, les deux. Enfin, en tous les cas, pour vous, voilà, qu'est-ce qui est important? Je pense ce qu'on fait là, par exemple, de discuter de ces problématiques. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts, ça m'a beaucoup aidé. Les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidé à comprendre aussi ces différents mécanismes des inégalités, pourquoi elles étaient là et comment on pourrait les résoudre. J'ai beaucoup écouté, par exemple, Les couilles sur la table de Victor Tuyon. Oui. Vraiment très bon podcast. Hyper intéressant. Je me suis inscrite aussi à l'université pour suivre une partie du master de Cécile Autogali Mazzacavallo, dont je parlais tout à l'heure. Donc à Lyon 1 qui s'appelle EGAL APS pour activité physique et sportive. Oui. Donc ça traite de l'égalité femmes-hommes dans le sport. Donc pourquoi, comment, d'où ça vient et comment on peut remédier. Donc voilà, toutes ces petites choses sont hyper importantes, se renseigner, se documenter, parce que ça n'a pas toujours été comme ça dans la société humaine. Ça n'a pas toujours été aussi marqué, ça n'a pas toujours été aussi inégalitaire. Et c'est pas et de déconstruire ce mélange entre la nature, oui mais regarde Marion, c'est la nature, les hommes ils vont pas faire les bébés, non mais ils peuvent changer les couches et donner des biberons, je veux dire c'est bon. Et puis même deux femmes, on fait ça entre femmes, on accouche entre femmes, on s'occupe des bébés entre femmes, mais quand on vient, c'est pas au boulot, c'est pas une raison pour nous mettre dans un placard. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à faire. Et former, les enfants, en fait, ils font comme nous, en fait. C'est à nous de changer, c'est à nous de former les profs, de former les parents, de se former, en fait, et d'en parler entre nous, comme on fait aujourd'hui. Je pense que c'est hyper important. Et surtout de nous écouter, merci de nous écouter. Sinon, forcément, si on parle que toutes les deux, ça va pas beaucoup avancer. Et finalement, les enfants, ils font comme nous. Enfin, si toi, tu arrives chez toi, tu ranges ton salon, en fait, l'enfant, il sait ce que c'est ranger un salon. Si tu arrives chez toi, tu laisses tout partir tout le temps, le jour où tu lui dis range le salon, forcément, il comprend pas ce qu'on lui demande, quoi. Et les enfants, c'est hyper simple. Moi, je vois bien, si tous les jours, tu lui mets un peu des légumes et un peu des pâtes dans son assiette, il va manger des légumes, en fait, parce qu'ils sont là. Et parce que toi, t'en manges, et il te voit en manger, il te voit les aimer, ces légumes, il te voit les savourer, il te voit les cuisiner, il te voit les acheter. Et donc, forcément, il va manger les légumes, il n'y a pas besoin de se bagarrer pour lui faire manger des petits pois. Si toi, t'aimes les petits pois, il va aimer les petits pois. Enfin, voilà, l'effet modélisant. Mais oui, on est leur modèle. Et puis, de toute façon, ils ont envie d'être socialisés. Ils ont envie. Là, je vois, elle a 4 ans, ma plus grande, et
bah voilà, c'est vraiment l'âge où ils ont envie d'être avec nous, de faire comme nous, d'être acceptés, d'être socialisés. Et donc, ils répètent ce qu'on dit, ils répètent nos gestes. Ils font tout comme nous parce qu'ils ont envie d'être avec nous. Ils n'ont pas envie d'être tout seuls dans leur chambre à parler d'égalité femmes-hommes. Oui, donc ça veut dire qu'effectivement, si on veut que les générations suivantes puissent évoluer encore, il faut qu'on leur donne aussi cette autorisation et à travers nos comportements, justement, qu'on leur montre aussi la voie. Ouais, je pense tout simplement. Hein, c'est compliqué de dire à un jeune arrête de fumer en ayant une clope dans la main. C'est clair. Voilà. Alors, on approche de la fin de l'interview. Marion, quel conseil donneriez-vous à des personnes qui, comme vous, ressentiraient le besoin d'écarter les murs? Ouais, je dirais un peu à l'américaine, quoi. J'ai Yes Weekend, Ouais. Aujourd'hui, il y a quand même, moi, si j'ai pu avoir ce parcours professionnel unique et incroyable et innovant, c'est parce qu'il y a des gens qui ont cru en moi, qui m'ont encouragé, parce que les administrations, ça y est, ouvrent les portes, même s'il faut quand même donner des gros coups de pied, même si c'est quand même pas gagné, quand on voit qu'au groupe militaire d'Haute-Montagne, il n'y a toujours pas de deuxième femme, quand on voit que les secouristes à la montagne, si on ne fait pas des petits emplois jeunes, pour les femmes, elles vont pas venir comme ça dans la police nationale, dans une des spécialités réputées dures de la police nationale. Enfin, sur le papier, ça fait peur, hein, ces spécialités. Mais bon, si tu t'entraînes, tu te prépares, ça le fait, quoi. De tenter, d'oser, de se soutenir entre femmes. Moi, je suis aussi présidente d'un club qui s'appelle Lead The Climb, donc même ta grimpe. C'était important pour moi cette notion de leadership par des femmes. Le mot leadership ne se traduisant pas tellement en français, donc on a pris Lead the Climb, même ta grimpe en anglais. Et donc c'est important de se retrouver entre femmes, de se rassurer, de se dire ah mais non en fait, mais bien sûr que je fais une carte quoi. Enfin, parce qu'à force qu'on nous le répète, on sait plus trop quoi. À chaque fois que je prenais ce que je raconte dans le livre, je prenais le volant de la voiture quand j'étais armée, il y en avait toujours un stagiaire, un autre instructeur pour dire femme au volant. M'en retournant. Bah ouais, mais à la fin, tu sais plus conduire en fait. Alors que je savais très bien conduire, j'ai eu une permis comme tout le monde. Bon, ok, j'ai fait du stage permis à points. Et d'ailleurs, il n'y avait que des hommes avec moi. Les conducteurs, hein, ils vont trop vite, ils ont des accidents, plus d'accidents mortels que les femmes, et ils perdent beaucoup plus de points. Hein. Bref. Donc, je suis pas une super conductrice. Ok, mais c'est pas parce que je suis une nana. Et pour autant, à l'inverse, dès que je faisais un créneau, waouh, mais bien, bah quoi, bien, je fais un créneau, j'ai une voiture, j'ai un permis, enfin, je veux dire, ça va, j'ai pas besoin de ta condescendance là, merci bien, mais tes compliments, tu peux te les bouffer. Enfin bref, c'est un peu agaçant et ça dénigre et ça descend tout le temps. Donc c'est important de se retrouver un moment entre femmes et de se dire, bah non, en fait, ça va, je sais conduire une voiture, quoi. Oh, c'est rassurant, quoi, ça fait un petit bol d'air, ça fait un petit bain d'eau froide, voilà, on se retrouve un peu dans le bocal d'eau froide. On se dit, non, ça va, et ça permet de se retrouver un petit peu confiance en soi, de discuter de ces petites problématiques qu'on peut rencontrer au quotidien, parce que ce que je vois souvent, c'est que les bonhommes, mes collègues là, que j'ai eu à l'armée, même encore parfois aujourd'hui, ils sont pas méchants du tout, ils sont pas méchants. Mais ils se rendent juste pas compte, ils sont dans ce bocal d'eau chaude et ils se voient pas que quand tu me fais cette remarque sur la conduite, il sait que je sais conduire une voiture, j'ai un permis, j'ai jamais d'accident, en tout cas pas avec la bagnole du boulot. Il sait, donc il n'est pas en train de me dire que je suis nulle, mais voilà. Mais c'est des automatismes. C'est maladroit. Ça, il est important que les hommes ils en prennent compte, sinon on va pas avancer quoi. Et c'est pas qu'au boulot, hein, c'est pas que moi dans mes jobs avec que des bonhommes. Quand j'appelle l'électricien parce que j'ai un souci chez moi avec mon panneau électrique et que l'électricien, je lui dis bah écoutez, mon compagnon il est en télétravail, je serai pas là, mais lui il sera là, et qu'il me répond ah bah c'est bien. Je pense que votre compagnon connaît mieux l'installation électrique que vous. Bah oui, c'est ça. Bah, tu verras avec lui, hein, parce que alors, lui, le bricolage, c'est pas son truc. Et en plus, l'appartement, c'est le mien. Donc, il n'y a même pas mis le nez dedans. Il sera juste là pour vous ouvrir la porte. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller dans des jobs aussi exigeants que je l'ai été et aussi masculins. Hein. C'est au quotidien. Et je pense que ça demande un gros effort parce que même avec mon compagnon, du coup, comme on en parle là, j'en parle avec lui, on est quand même conscient de tous ces clichés. Et au quotidien, c'est difficile de se dire non. C'est pas à moi de faire à manger ce soir, de décider le menu, de réfléchir à ce... Non, c'est pas à moi et je dois vraiment me forcer à ne pas y penser et le laisser faire et être pas forcément d'accord avec ce qu'il a cuisiné. Et puis voilà, c'est tout. C'est des choses qui sont tellement acquises que effectivement, ça demande une vraie vigilance pour pouvoir sortir de ces schémas et de ces clichés. Bon, grand merci Marion pour ce témoignage revigorant et surtout pour cet élan d'espoir là, que vous portez à travers votre parcours. On a besoin de pionniers pour nous ouvrir des voies de progrès. C'est ce que vous avez fait et que vous racontez magnifiquement dans votre livre, dont je rappelle le titre, « Briser le plafond de glace ». Vous nous rappelez le nom de l'association que vous avez créée, que vous avez évoquée tout à l'heure Lead the Climb comme leadership. Lead the Climb, mène ta grimpe. Et on propose des stages de formation à l'autonomie, au leadership, en alpinisme,
entre femmes. Ok, je mettrai le nom justement dans les commentaires pour ceux qui seraient intéressés. Un grand merci Marion. Merci, bonne journée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Laurence Bally et sur Facebook à l'adresse Jusqu'à Nouvel Ordre. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement.